l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition d'information. Voici à présent les titres de ce jour. Au Gabon, la demande d'assignation du président Ali Bongo Ondimba formulée par ses opposants vient d'être rejetée par le tribunal de Libreville. Le procureur qui a rendu sa décision ce matin estime que les auteurs de la plainte n'ont pas qualité à agir sur le motif de la demande formulée. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et la Banque africaine de développement viennent de signer un protocole d'accord de 7,6 milliards de francs CFA. Objectif, éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires aiguës et chroniques. Et puis la Thaïlande, pour parler de divorce royal, le prince héritier a annoncé la nuit dernière s'être séparé de sa femme. Une annonce qui intervient après un scandale de corruption. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition sur le Soudan du Sud. Devenu une république en juillet 2011, il n'aura pas fallu longtemps pour que le Sud du Soudan se déchire dans un conflit ethnique. Les ONG parlent de 100 000 morts et plus de 2 millions de personnes chassées de leur domicile. Une crise humanitaire sans précédent et un bilan dramatique à peine 3 ans après l'indépendance. Survivre à la guerre civile, c'est le triste sort des Soudanais du Sud depuis 1 an. La rivalité politique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar a dégénéré en massacre ethnique. Au moins 50 000 tués, voire le double de sources diplomatiques. Et 2 millions de personnes qui ont fui. 3 ans après avoir porté la création du plus jeune État du monde, les Nations Unies sont impuissantes, à l'instar de leur représentante spéciale récemment nommée. Je dois admettre qu'après 3 mois, rien ne m'avait préparé à voir les souffrances immenses et quotidiennes du peuple du Soudan du Sud. La fracture oppose les 2 principales ethnies, Nuer et Dinka. Des villes de la zone pétrolifère du nord du pays changent de main au gré des assauts de l'armée et des rebelles, comme à Bentiu, où les combats se poursuivent, malgré 5 cessez-le-feu signés. La moitié des 12 millions de Soudanais du Sud dépendent de l'aide humanitaire. Et l'ONU a besoin d'environ 2 milliards de dollars l'an prochain. Des crimes de masse commis contre les populations civiles qui, nulle part, ne sont en sécurité. Les civils réfugiés dans des églises ont été attaqués. Les hôpitaux ont été attaqués. Les bases de l'ONU aussi, où se cachent toujours 100 000 civils qui ont peur de rentrer chez eux. Sur le terrain, la mission des Nations Unies désarme aussi les populations réfugiées sur ces bases. Au total, 270 armes à feu confisquées, autant dire une goutte d'eau. Je l'annonçais en titre tout à l'heure, la demande d'assignation du président gabonais formulée par ses opposants vient d'être rejetée par le tribunal de Libreville. La requête introduite au parquet de Libreville contre Ali Bongo Ondimba porte sur le motif de faux en écriture sur son état civil. Le procureur qui a rendu la décision ce matin estime que les auteurs de la plainte n'ont pas qualité à agir sur le motif de la demande formulée. On écoute le procureur de la République dont les propos nous sont fraîchement rapportés par Ismaël Obianzé du bureau africain de Libreville. Ordonnance de refus d'autorisation d'assigner en fondant sa décision sur 2 éléments fondamentaux. L'irrecevabilité de la procédure et surabondamment l'incompétence de la juridiction saisie par les requérants. S'agissant de l'irrecevabilité, il y a une maxime en droit qui dit que pour actionner le tribunal, il faut un intérêt. Autrement dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Pas d'action, pas d'intérêt. C'est dans cette logique d'ailleurs qu'un groupe de personnes ayant un lien juridique et donc une personnalité juridique peut
saisir le tribunal parce qu'ayant un intérêt commun. En l'espèce, les sieurs Adjaïno et consorts, n'ayant pas un lien juridique, donc une personnalité juridique avec un intérêt commun, ne pouvaient, ne devraient donc pas saisir le tribunal puisque vraisemblablement les intérêts étaient multiples. Dans ce genre de circonstances, le président du tribunal ou le tribunal ne pouvait donner droit donc à les requêtes. Nous poursuivons avec l'actualité. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et la Banque africaine de développement, la BAD, ont signé cette semaine un protocole d'accord de 7,6 milliards de francs CFA. Une signature qui entre dans le cadre du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Voici le commentaire d'Albertine Dotsé sur les images d'Alpha Oumar Doussa. Cette signature de protocole d'accord va permettre d'aider les ménages vulnérables à accroître leurs revenus et à accéder aux infrastructures ainsi qu'aux services sociaux de base. Les actions cibleront en premier lieu les populations les plus sensibles, notamment les premiers producteurs, les éleveurs et agropasteurs, ainsi que les pêcheurs artisanaux. Une attention particulière sera accordée aux femmes et aux enfants de bas âge. Et donc l'approche de la Banque africaine de développement, au lieu d'être dans l'humanitaire, pour lequel elle n'a pas d'avantage comparatif, elle préfère investir donc dans des activités durables, comme c'est le cas donc à travers ce programme de résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui vise véritablement à augmenter la productivité, les productions, et aussi à transformer donc la production à travers la chaîne de valeur, pour que durablement donc les revenus des populations puissent augmenter en ciblant en priorité donc les ménages vulnérables, donc les petits producteurs, mais également les femmes et les jeunes. Dans un premier temps, ce projet 1 du grand programme sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Il va prendre en compte 7 États membres du SILS, à savoir le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Il comprendra également des composantes, notamment le développement des chaînes de valeur et des marchés régionaux, ainsi que le développement des infrastructures hydro-agricoles. C'est le projet 1 du programme de résilience. Donc, il va y avoir 3 autres projets. Donc, au fur et à mesure que nous progressons, nous avançons, nous pouvons certainement faire en sorte que les autres États puissent en bénéficier aussi de ce programme. Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel est destiné à renforcer la résistance des ménages ruraux sahéliens aux effets des chocs climatiques. Sa mise en œuvre est prévue pour fin janvier 2015. En Haïti, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier pour exiger le départ du Premier ministre Laurent Lamotte. Le président Michel Martelly a prononcé un discours pour tenter de calmer les esprits. Il a affirmé que son Premier ministre était prêt à démissionner. Le Premier ministre haïtien sur un siège éjectable. Laurent Lamotte pourrait bien être dans les jours qui viennent contraint de quitter son poste. C'est en tout cas ce que recommande une commission de consultation convoquée par le président Michel Martelly pour sortir le pays de la crise. Le chef du gouvernement s'est dit prêt à démissionner. La commission a recommandé la démission du Premier ministre. Le Premier ministre a répondu qu'il était prêt à démissionner dès que le président le lui demandera. Le Premier ministre est donc prêt à faire ce sacrifice. Le président n'a cependant pas précisé si Laurent Lamotte démissionnerait ni quand il pourrait le faire. Cette annonce passe donc surtout pour une tentative de calmer la situation face à une contestation grandissante dans le pays. Toute la journée de vendredi, plusieurs milliers de personnes ont en effet défilé dans les rues de la capitale pour exiger la démission du Premier ministre et du président haïtien. Le couple exécutif est accusé de corruption et de vouloir instaurer une dictature dans le pays.
Jusqu'à présent, le président Martelly veut toujours s'accrocher au pouvoir malgré le rejet du peuple. Il incarne la corruption ainsi que toute la misère qui s'abat sur le peuple et ne prend aucune de ses responsabilités. Cette mobilisation prend toute son ampleur. La commission a aussi suggéré l'organisation rapide d'élections législatives et municipales, scrutin qui aurait dû se tenir il y a 3 ans. L'opposition craint ainsi que si le Parlement n'est pas renouvelé d'ici la fin de son mandat le 12 janvier, Michel Martelly se retrouve seul à diriger le pays par décret, comme le prévoit la Constitution. Et voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotsé. Les Togolais sont descendus une nouvelle fois dans la rue ce vendredi à l'appel de la société civile et de l'opposition. Comme lors de la précédente manifestation le 28 novembre dernier, ils ont exigé des réformes constitutionnelles, la limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin présidentiel à 2 tours. Ils ont aussi lancé un appel à la communauté internationale. Le parti de Laurent Gbagbo a appelé ce vendredi la Cour pénale internationale à abandonner ses poursuites contre l'ex-président ivoirien, son épouse et son ancien ministre Charles Blé Goudé, tous 3 accusés de crimes contre l'humanité pour sa propre crédibilité. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont que des victimes d'un complot savamment orchestré, affirme le Front populaire ivoirien dans un communiqué signé par sa porte-parole Agnès Monet. Le Burkina Faso a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État burkinabé a 2 ans maximum pour changer ses lois portant répression des délits de presse, en abrogeant notamment les peines privatives de liberté pour les journalistes. Selon le rapport fait par l'Union panafricaine des avocats sur l'affaire du journaliste Loé Issa Konaté, les autorités burkinabées sont invitées à revoir les lois sur la diffamation et les injures criminelles qui constituent une entrave à la liberté de la presse. Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé ce vendredi qu'il mobiliserait les dirigeants africains contre la Cour pénale internationale, l'accusant d'être un outil pour viser le continent. La sortie du président ougandais intervient après la décision de la CPI d'abandonner les charges retenues contre le président kényan Uhuru Kenyatta. Et les cabinets de santé privés non autorisés ont été fermés à Kankan, dans l'est de la Guinée, pour contribuer à freiner la propagation d'Ebola dans le pays, a-t-on appris ce vendredi de sources sanitaires. Selon un responsable à la direction préfectorale de la santé, la fermeture effective depuis jeudi est en vigueur jusqu'à nouvel ordre, a été décidée par les autorités régionales. Et après ce tour d'horizon de l'actualité, direction la Thaïlande pour parler du divorce royal. Le prince héritier a annoncé la nuit dernière s'être séparé de sa femme. Une annonce qui intervient après l'arrestation de plusieurs membres de sa famille impliqués dans un scandale de corruption. Sri Rasmi, ou l'histoire de la princesse déchue à cause de sa famille. La femme du prince, Vajiralongkorn, a dû renoncer à son titre royal après l'arrestation de 7 membres de sa famille impliqués dans un scandale de corruption. Les suspects sont en effet accusés d'avoir extorqué de l'argent à grande échelle en mettant en avant leur qualité de représentants de la famille royale. L'annonce a été rendue officielle par la Gazette royale et vient confirmer les rumeurs qui circulaient sur le sort de la princesse. Depuis le 9 décembre, son nom n'est en effet plus mentionné dans le bulletin d'information consacré à la maison royale. Au début du mois, le prince héritier Vajiralongkorn avait également interdit à des proches de sa femme d'utiliser le nom royal qui leur avait été attribué après le mariage princier. Cette disgrâce vient donc mettre un terme aux 13 années de mariage du couple. Elle ne devrait en revanche pas remettre en question l'avenir du fils qu'ils ont eu ensemble, considéré comme bien placé pour succéder à son grand-père et à son père sur le trône. Sri Rasmi est la seconde des 3 femmes du prince à devoir faire face à une telle humiliation publique. La deuxième épouse de Maha Vajiralongkorn avait dû s'exiler en Grande-Bretagne il y a 18 ans, accusée d'adultère avec un maréchal de l'armée de l'air. Les autorités cherchent donc à préserver le prince héritier de tout scandale, car c'est lui qui est amené à succéder à son père, le roi Bhumipol, dont la santé est de plus en plus fragile.
Dans l'actualité également, de nouvelles manifestations sont prévues aux États-Unis. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes vont à nouveau protester contre les violences policières. À Washington, les familles de plusieurs victimes prendront part au cortège ainsi que le dirigeant du mouvement des droits civiques, Al Sharpton. La convergence pour le développement du Mali poursuit sa lutte contre Ebola. Ce samedi, les femmes de la section 5 du parti s'engagent à bouter la maladie hors du pays à travers une forte mobilisation. Une cérémonie marquée par la distribution de kits à des familles. Cette remise fait suite à d'autres activités dans la sensibilisation et la lutte contre la fièvre hémorragique qui a fait plus de 6000 morts en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous écoutons le vice-président de la CODEM qui exhorte à unir les efforts pour mieux lutter contre ce virus mortel. C'est une lutte engagée par le Bureau politique national des femmes qui va suivre à travers le pays et je suis sûr qu'elles ne seront restées assises que lorsque cette maladie sera combattue conformément aux souhaits des plus hautes autorités de ce pays. Je pense que vraiment avec cette mobilisation, un jour viendra où nous serons très satisfaits pour dire que l'Ebola est bouté hors du Mali. Nous restons toujours au Mali où la commission chargée de la sélection des candidats aux bourses d'études sportives d'Algérie était face à la presse ce vendredi pour faire le point des 150 bourses que la République populaire et démocratique algérienne a mises à la disposition du Mali. Les détails avec Yacouba Dansoko et Malik Mbaye. En octobre dernier, à l'issue de la mission du ministre malien des Sports Ousseini Amion Guindo à Alger, le gouvernement algérien a accordé au Mali 150 bourses d'études. Le 20 octobre 2014, par décision du ministre des Sports, une commission chargée de la sélection des candidats aux bourses algériennes, présidée par Cheikh Kounaté, a été mise en place. Cette commission avait pour mandat de déterminer les critères de sélection par filière d'études et par niveau, de faire organiser des textes médicaux et des entretiens avec le jury, ensuite de procéder à la sélection des candidats. Nous avons 3 niveaux et 3 filières. Le premier niveau, c'est le niveau de graduation. C'est 4 ans après le baccalauréat et un diplôme équivalent au baccalauréat. Donc ça donne droit à la maîtrise. Et donc il faut d'abord avoir un bac ou alors un diplôme équivalent à un baccalauréat, être âgé au moins de 18 ans et plus de 27 ans. Le deuxième niveau, c'est le post-graduation. Il faut être titulaire d'un diplôme de maîtrise au diplôme équivalent et ça donne droit à un 2A. Donc c'est le magistère algérien, c'est le master 2 français. Donc il faut être titulaire d'un diplôme de maîtrise au diplôme équivalent. C'est 2 ans d'études à ce niveau-là. Et le troisième niveau, c'est les anciens internationaux, des anciens sportifs internationaux d'une discipline quelconque. Et ça, c'est le premier critère. Et être âgé de 35 ans et de 50 ans au plus également à ce niveau-là. Durant 3 ans, la commission chargée de la sélection des candidats aux bourses algériennes sélectionnera 30 candidats chaque année. La première vague d'étudiants est attendue à Alger le 15 janvier 2015. Les étudiants maliens en maîtrise vont étudier les activités physiques et sportives avec spécialisation dans plusieurs options. Sur les 10 candidats pour le master, 3 étudieront la méthodologie de l'entraînement. Les 7 autres étudieront les sciences humaines appliquées au sport, notamment la psychologie, la sociologie. Ceux de la formation qualifiante étudieront la méthodologie de l'entraînement sportif. Pour plus de transparence, un comité mixte de suivi et évaluation a été mis en place pour mieux suivre les étudiants. Un mot de sport encore avant de refermer cette édition. Le week-end dernier, le Mali a remporté au Sénégal le tournoi des fédérations ouest-africaines de football. Ce vendredi, les Aiglons sont allés présenter le trophée Mawad Wad au ministre des Sports Ousseini Amion Guindo. Le reportage de Yacouba Dansoko et de Malik Mbaye.
Après leur sacre le week-end dernier en finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football au Sénégal face aux pays organisateurs, les juniors maliens ont été reçus ce vendredi par le ministre des Sports. Déjà qualifiés à la prochaine CAN des moins de 20 ans en 2015 au Sénégal, les Aiglons du Mali annoncent les couleurs. Il n'y a pas de petites coupes. Toutes les coupes sont grandes. Si vous avez perdu cette coupe, on allait dire que vous ne connaissez rien, que vous êtes parti, vous n'avez rien amené. Bon, vous avez amené la coupe, il y a d'autres qui disent que c'est un non-événement. Non, pour moi, c'est un événement. C'est un événement à saluer, c'est un événement pour vous remercier, pour vous permettre de vous dire ce que vous avez fait à Dakar. Demain, pour la compétition africaine au niveau de tous les juniors réunis en Afrique, les meilleurs plutôt, que vous revenez avec cette coupe-là. Les plus hautes autorités du pays ont bien apprécié ce premier sacre des protégés de Fagnery Diarra. Nous avons gagné cette coupe et je pense que c'est un prélude à beaucoup d'autres victoires à venir. Les mêmes jeunes sont qualifiés pour la CAN et nous leur faisons confiance. Concernant la CAN Junior 2015, le ministre des Sports pense que les Aiglons peuvent être sacrés pour la première fois. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre que la coupe, que la victoire finale? Et nous faisons confiance. Je suis convaincu que si vous vous faites confiance, vous pourrez, en tout cas, dans les mois à venir, être les meilleurs d'Afrique. Parce que je suis convaincu que vous êtes les meilleurs d'Afrique. En attendant la CAN des moins de 20 ans, les Aiglons du Mali peuvent savourer cette première victoire dotée du trophée Mawad Wade. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.